Bonjour, Diaspora Black News. Mon nom c'est Dominique Brunet et je suis intervenante à Zoothérapie Québec depuis déjà presque 13 ans. La zoothérapie, par définition, c'est une activité dirigée. C'est une activité dirigée par un intervenant qualifié, à l'aide d'un animal aussi qui est qualifié et qui a été sélectionné pour ses capacités d'adaptation auprès d'une clientèle qui a des besoins spécifiques. Alors, ça peut être une clientèle aînée, ça peut être une clientèle enfance. L'activité de zoothérapie peut se faire individuellement ou en groupe. Si je vous donne des exemples, par exemple, d'activités qu'on peut faire avec un animal, par exemple, je pense ici à Dallas, qui est un grand chien, qui est un beau grand labrador, qui adore les gens et qui va vers nécessairement les gens. C'est une des qualités pour lesquelles on choisit nos chiens, d'ailleurs. On choisit nos chiens parce qu'ils vont vers les êtres humains et donc ça facilite nos contacts, évidemment. Alors, si je vous dis, je suis une personne âgée, je suis atteinte d'Alzheimer et je suis en chaise roulante, le grand chien s'approche de moi, elle va venir poser soit sa tête sur mes genoux ou elle va s'approcher suffisamment pour que je puisse étirer ma main puis venir caresser la tête. Le contact du chien, c'est un contact qui est chaleureux, c'est un contact qui est chaud, c'est un contact qui est agréable. La personne Alzheimer qui n'a même plus nécessairement la capacité de s'exprimer avec des mots, elle va donc utiliser sa main pour créer un contact affectif. Une fois que le contact affectif est fait, que la personne a établi son lien avec le chien, peut avoir envie d'exprimer son émotion, peut avoir envie de me dire, oui, quand j'avais un chien, si elle a encore les capacités de parler, évidemment, j'avais un chien dans ma famille, il s'appelait de telle façon. Et nous, avec l'expérience qu'on a, évidemment, on va aller de plus en plus loin dans cette expérience-là ou dans cette activité-là pour lui permettre d'en dire encore plus et de créer comme une atmosphère de détente, une atmosphère de plaisir. On continue de flatter. Par exemple, si je sens que la personne est capable de tenir une brosse, si elle a encore ces habilités-là, j'ai dans mon sac d'activité une brosse. Je vais sortir la brosse, je vais lui présenter, je vois comment elle réagit. Elle va se mettre, et possiblement, automatiquement, elle va se mettre à brosser le chien sur le dos, sur la tête ou ailleurs. Et nous, on va diriger, on va guider. Si la personne a de la difficulté à s'orienter, on va la guider vers le dos. Une fois que le brossage est terminé, si on a des gens qui ont encore une certaine capacité cognitive et qui veulent prendre soin du chien, c'est là aussi que ça devient intéressant parce qu'ils sortent d'eux-mêmes pour prendre soin d'un animal, bien, ils vont dire « Ah oui, ils ont peut-être faim, ils ont peut-être soif. » Alors, on va sortir nos bols d'eau, nos croquettes, et là, on va faire nourrir le chien. Les gens vont mettre la croquette dans la main. Est-ce qu'ils vont chercher la croquette eux-mêmes dans le bol? À ce moment-là, on est dans la stimulation motrice fine. Ils vont aller chercher la croquette, ils vont la mettre dans l'autre main. Déjà là, il y a une question aussi de est-ce que je suis capable de mettre encore la croquette dans ma main? Puis ils vont présenter la croquette au chien. Le chien va venir lécher. Là, il y a une autre stimulation sensorielle là, les gens réagissent. On cherche à faire réagir dans le plaisir. On ne les met jamais non plus en échec. Et on s'organise pour qu'au début de la relation, jusqu'à la fin, il y a du plaisir. Il y a quelque chose de stimulant, de quelque chose. Et moi, mon grand plaisir, c'est évidemment de les voir sourire. Si à la fin, j'ai une récompense, c'est bien celle de voir un sourire sur le visage des gens qui ont apprécié cette visite-là, puis qui vont nécessairement d'une semaine à l'autre refaire le même contact avec des activités différentes, mais qui sont des activités toujours très, très simples. Ça peut aller aussi jusqu'à la marche, si on pense à des activités avec des enfants handicapés. On peut leur donner une laisse et puis après ça, se mettre à les encourager à marcher, à aller dans un corridor, faire une certaine distance, revenir. Et là, on socialise parce que d'autres enfants les voient marcher dans le corridor. Et ils se mettent à parler. « Ah oui, tu as le chien. Ah oui, tu as le chien. » Et là, on crée des liens aussi avec d'autres enfants. Alors, voyez-vous un peu que le spectre est large et touche toutes les sphères d'une personnalité, autant chez les adultes que chez les enfants. C'est Boris Levinson qui a le premier émis l'hypothèse que l'animal pouvait faciliter une thérapie. C'était un psychiatre qui avait son chien à même son bureau et puis qui a, à un moment donné, fait entrer le chien. Il était présent alors que l'enfant autiste, qui le voyait depuis un bon bout de temps, n'arrivait pas à se déployer ou à parler. Et quand il a vu le chien, il s'est mis spontanément à parler au chien. Et à partir de là, il a renouvelé l'expérience et il en a fait
une thérapie. Il a émis des hypothèses qui étaient de celles de si on introduit un chien, est-ce qu'on facilite les rapports sociaux, est-ce qu'on permet à l'enfant de vivre des expériences sensorielles, de s'ouvrir par exemple, à un étranger ou arriver à communiquer, par exemple, à développer des habiletés de communication. Alors, c'était tout ça son travail de psychologue, de psychiatre. Et depuis ce temps-là, on fait de la zoothérapie. Donc, en se basant sur le fait que l'animal est un être vivant à qui on fait confiance spontanément, quand il nous accompagne, on devient nous-mêmes aussi des gens à qui on peut faire confiance aussi spontanément. Donc, on est beaucoup moins envahissant qu'un étranger, par exemple. Quand on sait que les gens dans nos milieux sont des gens un peu isolés, un peu craintifs et tout ça, de par leur état de santé, nous, on a une porte d'entrée. Donc, l'activité qui est encadrée, c'est celle qui répond à des besoins et des objectifs spécifiques. C'est le milieu qui nous les dicte ou c'est nous qui allons aussi suggérer des activités de stimulation cognitive, physique, sociale, affective. Donc, on touche toutes les sphères de la personnalité et on répond donc à des besoins spécifiques dans un temps donné, selon un cadre aussi donné par le milieu, par l'institution. C'est prouvé scientifiquement que quand on caresse un chien, la tension artérielle diminue, le rythme cardiaque s'apaise. Et oui, mais ça c'est prouvé, c'est une des premières recherches scientifiques qui a été faite. Et à partir de là, on a déduit que donc quelqu'un qui avait un chien à la maison était en meilleure santé que quelqu'un qui n'en avait pas. Pourquoi on a créé un site comme le nôtre, pas un site, mais un organisme comme le nôtre? Parce qu'on a vu, il y a déjà bien longtemps, il y a déjà 25 ans, qu'il y avait une opportunité de faire du bien. Donc, on l'a créé pour pouvoir, entrer dans les centres et les institutions de santé pour personnes adultes, c'est-à-dire âgées d'abord, et répondre à des besoins à laquelle les gens ne savaient pas trop comment répondre. Les loisirs sont là pour donner des activités aux gens qui sont mobiles, les gens qui ont encore une cognition, mais ceux qui n'en ont plus, les gens qui sont grabataires, et de plus en plus, les états de santé sont lourds. Les gens entrent dans les institutions de santé maintenant très tard. On les garde chez eux très longtemps. Et quand ils arrivent dans les institutions de santé, ils sont déjà très atteints par la maladie. On parle d'Alzheimer, on parle ils ont fait des AVC, tout ça. Ils sont très atteints. Et quand ils arrivent dans ces institutions-là, ils sont souvent aussi très démunis. Il y a un besoin que les loisirs ne pouvaient pas combler. Et nous, avec les intervenants formés qu'on a ici, donc ils sont formés en éducation spécialisée, en psychologie, en travail social, comme infirmière et tout ça, on a déjà une compétence auprès de la clientèle âgée. On vient la bonifier avec l'animal. On est venu remplir un besoin dans les institutions de santé qui n'était pas rempli autrement, là. On travaille aussi avec des adolescents du Centre jeunesse de Montréal qui ont des problèmes de comportement, qui ont des problèmes aussi associés, par exemple, à une maladie de santé mentale. Et oui, on peut répondre à certains questionnements. On peut leur apporter une façon de communiquer, une meilleure façon de communiquer, de façon ludique ou de façon moins... où on va pas entrer en conflit avec ces jeunes-là. Souvent, on a d'abord une base quand on arrive avec les jeunes d'approche. On a une approche très lente, on a une approche très adaptée. C'est une approche aussi qui donne le ton ou qui donne le temps à l'adolescent aussi de se familiariser avec l'animal. Une fois qu'il est familiarisé, il va donner confiance à l'animal. Par le fait même, il nous donne confiance aussi, évidemment. Et là, on peut travailler des objectifs personnels. On va lui permettre de s'exprimer, on va lui permettre de dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Ou il va le dire à l'animal. Il n'est pas confronté à notre jugement. Le chien non plus ne va pas le juger. Donc, on va répondre à des préoccupations de l'adolescence beaucoup mieux par le chien que par un intervenant, un humain qui représente l'autorité ou qui représente donc un danger potentiel. Avec le chien, il y a toute une atmosphère qui s'installe, puis l'enfant ou l'adolescent vont donc se laisser aller beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement. Puis souvent, on va obtenir des résultats très probants avec la présence de l'animal, alors que dans d'autres cas, ça fait longtemps que les intervenants essaient d'entrer en relation et ça se fait pas de bonne façon. Ça accroche. Les enfants qui sont en crise, qui explosent à un moment donné, on arrive avec le chien et ils vont tout de suite on va faire diversion, on va dire, oups, il y a un chien, hop, non, si je crie, je vais lui faire peur. Il y a quelque chose qui se passe
avec l'animal, il y a comme un respect qui s'installe entre l'ado puis le chien, qui est plus difficile à obtenir entre les humains en général. Les infirmières, les ergothérapeutes, tous des gens qui travaillent de près avec les individus. Nous, on vient se coller à eux, on vient travailler en parallèle avec eux, on travaille les mêmes objectifs. L'organisme ici compte 28 chiens, compte une dizaine d'intervenants, partiels et à temps plein. Et donc, c'est comme un organisme quand même qui occupe beaucoup d'espace sur l'île de Montréal. On rencontre 80 établissements par année. Les établissements en français, des francophones, et tout le milieu anglophone est à développer. Il y a encore beaucoup d'autres milieux qui pourraient être touchés par nos services. Mais là, actuellement, on est déjà full capacité là, à travailler. Ouais. Donc, pourquoi nous, on a choisi un animal vivant? C'est parce que le lien, l'être vivant qu'il est, apporte une source de plaisir que l'animal mécanique ne peut pas apporter. C'est pas l'animal mécanique ne fera pas tout seul la zoothérapie. Je rappelle juste que le fondement de la zoothérapie, c'est une triade thérapeutique. C'est le chien, c'est l'intervenant, c'est le bénéficiaire dans une relation unique ou dans une privilégiée. Le robot, lui, seul, ne peut pas générer une relation affective, ne peut pas générer non plus un besoin de s'exprimer. Le résident qui est devant le robot n'a pas nécessairement, n'a pas quelqu'un à qui il peut nommer, à qui il peut faire un sourire. Il va bien sûr réagir, mais qui va faire une suite, qui va faire du pouce sur la réaction que le résident a? Qui va amener l'intervention plus loin? Qui va faire que, par exemple, le résident va, après qu'il l'ait flatté, va vouloir le prendre, va vouloir exprimer ses sentiments, va vouloir se rappeler, par exemple, que dans sa famille, il y avait des animaux, il y avait un chien, il y avait un chat avec qui il y avait un lien extraordinaire. À qui il va se confier? On travaille à peu près avec tous les CIUS actuellement de l'île de Montréal, de l'Est, de tous ceux qui regroupent le nord de la ville, on en a plusieurs. Mais écoute, 80 établissements. Je ne sais pas si j'ai vraiment le droit, par exemple, de toutes les nommer, étant donné que c'est des gens qui sont sous contrat, mais je te dirais que 80 établissements, c'est 80 établissements sur l'île de Montréal, autant dans l'Est ou au Nord que on ne va pas, tu vois, sur la rive sud, on ne va pas sur la rive nord non plus beaucoup. On se concentre énormément sur l'île de Montréal. Alors, Zoothérapie Québec, on peut nous contacter de différentes façons. On peut nous contacter par téléphone, évidemment, le bon vieux téléphone. On peut nous contacter aussi sur le site Internet, zootherapiequebec.ca, Facebook. Et je pense que Twitter aussi est accessible pour les gens qui sont intéressés à savoir ce qu'on fait. Et s'ils ont besoin, par exemple, d'avoir de l'information sur les formations ou sur les services qu'on offre, évidemment, on est disponible pour y répondre.